Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année, de la santé, du bonheur et de la prospérité. Pour commencer cette nouvelle année, je vous partage une affaire plutôt récente. Le drame s'est produit en 2020 et le procès a eu lieu en mars 2024. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une personne prête à tout pour dissimuler son secret. Je vais vous partager dans cette vidéo tous les détails de cette affaire. C'est parti. L'affaire prend place à Mount-Morris, dans l'Illinois, en 2020. Mount-Morris est un village d'un peu moins de 3000 habitants. Je vais commencer par vous faire le portrait de Melissa Lemisch. Melissa Lemisch est née de Diana et Gus Lemisch. Elle a 4 frères et sœurs et ses parents sont divorcés. Au moment des faits, en 2020, elle a 27 ans et elle est ambulancière. Elle est devenue ambulancière après un événement à l'université qui l'a conduite aux urgences. Je ne sais pas ce qui s'est produit exactement, si c'est suite à une chute ou toute autre chose, mais en tout cas, elle a été amenée à aller aux urgences et elle a vraiment apprécié la façon dont elle a été traitée là-bas et elle a voulu alors faire la même chose pour les autres. C'est là-bas qu'elle a vraiment trouvé sa vocation, aider les autres. Niveau caractère, elle est décrite comme forte et comme attentionnée. Et en 2020, au moment des faits, Melissa est enceinte de son premier enfant. Et 2 mois avant le drame, elle a fêté l'arrivée de son bébé avec sa famille et ses amis autour d'une baby shower. Et c'est lors de cette fête que ses proches découvrent qu'elle est enceinte d'un petit garçon qu'elle souhaite appeler Barrett. Melissa était vraiment impatiente de devenir mère, elle prenait vraiment ça très à cœur, elle préparait avec hâte l'arrivée de son bébé, elle prenait soin de décorer sa chambre, etc. Et lors de son congé maternité, elle a emménagé chez son père dans la maison de son enfance. Elle vivait jusque-là dans une banlieue de Chicago, puis elle a déménagé chez son père dans le village de Mount-Morris. Elle voulait en fait se rapprocher de sa famille avant l'arrivée de son enfant. Mais malheureusement, 2 jours avant la date d'accouchement prévue, son bébé et elle ont été tués. Le drame a eu lieu le 25 novembre 2020. C'était une journée qui avait plutôt bien commencé. Melissa devait donc donner naissance à son petit garçon dans seulement 2 jours et Thanksgiving était dans un jour. Elle passait donc Thanksgiving avec son père. Mais le 25 novembre 2020, la maison de son père a pris feu. Les pompiers ont reçu un appel vers 16h30 pour une maison en feu. Ils se sont donc rendus sur les lieux et dans la maison en flammes, ils ont trouvé le corps de Melissa Lemisch allongé sur le sol de la cuisine. Elle était couverte de suie et de débris. Elle a ensuite été extraite de la maison, puis placée dans une ambulance, mais il était malheureusement trop tard. Elle a été déclarée morte à 16h54. Melissa et son bébé sont morts dans cet incendie. Son chat qui s'appelait Antonio a également été retrouvé mort. Il était parti se cacher sous un lit. Quant à son père, il n'était pas présent au moment du drame dans la maison. Il est temps maintenant de vous parler du père de l'enfant de Melissa. Il s'appelle Matthew Plott. Melissa et Matthew se sont rencontrés 7 ans plus tôt alors qu'ils étaient à l'université et ils sont rapidement devenus amis. Puis à un moment, au cours de leur amitié, ils ont commencé à sortir ensemble. Au moment de sa mort, ils étaient donc en couple. Sauf que ça faisait plusieurs mois que leur relation était tendue. Elle est devenue tendue lorsque Melissa l'a informée de sa grossesse. Melissa, comme vous l'avez compris, était elle impatiente de devenir mère, alors que Matthew, lui, en fait, c'était tout le contraire. Il ne souhaitait pas du tout devenir père, il souhaitait qu'elle avorte, mais elle ne voulait pas.
Donc c'est là que leur relation s'est vraiment compliquée. Malgré tout, Mélissa pensait qu'il allait s'impliquer un peu au fil du temps, mais ce ne fut pas du tout le cas. Elle lui envoyait malgré tout les échographies et d'autres choses en rapport avec le bébé, mais ça ne changeait rien. Il répondait que très peu et il restait vraiment fermé. Et il ne voulait vraiment pas être père au point qu'il en garde le secret, c'est-à-dire qu'il a annoncé à personne qu'il allait être père, ni à ses amis, ni à ses collègues de travail, ni à ses parents, vraiment personne, car il espérait toujours qu'elle ne garde pas l'enfant. Et je ne vous l'ai pas encore dit jusque-là, mais Matthew travaille comme pompier. Et pompier, c'est un métier où tu es plutôt proche de tes collègues, puisque tu passes de nombreuses heures avec eux. Et tout le monde connaît la vie de tout le monde, surtout lorsqu'il se produit un événement important. Tout de suite, la personne en parle à ses collègues. Et une naissance, c'est un événement important, mais Matthew n'a rien dit à personne. Et c'est Mélissa qui a annoncé aux parents de Matthew qu'elle était enceinte et que leur fils était donc le père. En fait, elle voulait que les parents de Matthew fassent partie de la vie de leur petit enfant. Alors j'imagine qu'ils ont dû être forcément surpris à l'annonce de la nouvelle, puisqu'ils ne l'ont pas appris de la bouche de leur fils. Mais d'après les proches de Mélissa, ils ont plutôt bien accueilli la nouvelle, ils ont été très gentils, très avenants avec Mélissa et prêts à aider si besoin. Et évidemment, lorsque Matthew a appris que Mélissa avait parlé de son secret qu'il prenait jusque-là soin de garder, il était en colère. Mélissa Lémiche a été retrouvée dans la cuisine à côté du four et tout de suite les pompiers ont tenté de déterminer si l'incendie était accidentel ou criminel. Ils ont tenté de trouver l'origine de l'incendie et il semble qu'il a démarré au niveau des placards qui se trouvent au-dessus de la zone de cuisson car c'est là que les dégâts sont les plus importants. Aucun problème électrique n'a été trouvé, les brûleurs du four ainsi que de la cuisinière étaient tous bien éteints. Aucun dégât non plus à l'intérieur du four qui aurait pu peut-être montrer un quelconque problème de cuisson qui aurait pu déclencher le feu. Donc là pour le moment, rien ne tend vers la cause accidentelle. Et autre élément, une chose étrange qui a été soulevée, Mélissa aurait pu sortir d'une manière ou d'une autre de la maison. Car en fait, selon les enquêteurs, il y a au moins 3 façons différentes, très simples et très faciles de sortir de la maison, car c'est surtout la cuisine qui a pris feu, et donc elle aurait pu sortir par une autre pièce, le reste de la maison restait accessible, donc c'est plutôt étrange. Pourquoi n'a-t-elle pas tenté de sortir ? Et Mélissa aussi est ambulancière, c'est-à-dire qu'elle est habituée à gérer les urgences. Et dans ce cas-ci, elle aurait dû sortir de sa maison et appeler les pompiers, les secours. Pourquoi est-elle restée à essayer de combattre cet incendie, quitte à en perdre la vie, sachant qu'elle est aussi enceinte ? Ça n'a vraiment pas de sens. Et enfin, Mélissa n'a pas non plus réellement de blessures causées par le feu. Il ne semble donc pas que ce soit le feu qui l'ait tuée. Les enquêteurs ont ensuite appris par la sœur de Mélissa, qui s'appelle Casey Ball, que le matin du drame, Matthew Plott est venu chez elle. En fait, ce matin-là, Mélissa et sa sœur étaient au téléphone. Elles sont restées au téléphone environ 2h30 à parler de choses et d'autres. Et à un moment de la conversation, Mélissa a dit que Matthew était là, à sa porte. The conversation ended because she looked outside the window. She said, "You gotta be kidding me." She's like, "He's freaking here again. I told him he's gotta stop doing this." Mélissa a alors raccroché pour savoir ce que Matthew voulait et elle devait ensuite rappeler sa sœur. Sauf qu'elle ne l'a jamais rappelé. She said, "I'll tell you what he wanted. I'll give you a call right back. Bye." Hung up. Did she ever call back? No, my sister never called back. Matthew Plott a alors été interrogé suite à la déclaration de la sœur de Mélissa, mais aussi car ils ont appris qu'il était le petit ami de Mélissa, le père de son enfant, et qu'il n'était pas du tout enthousiaste à l'arrivée de cet enfant. Donc il a été interrogé. Et lors de cet interrogatoire, il est resté impassible. Il était calme, il était tranquille. Emotions disease.
Il a ensuite admis être effectivement allé chez Melissa le jour du drame et il a raconté qu'il était venu la voir pour parler d'argent, pour parler de l'arrivée du bébé, voir ce qu'il pouvait faire pour elle, voir ce qu'il pouvait lui payer. Visiblement, il a complètement changé d'avis et il veut maintenant contribuer et s'impliquer dans la vie de cet enfant et il veut même être présent à l'hôpital lors de l'accouchement. Il a dit ensuite qu'il est resté environ 1 heure avec elle et qu'après leur discussion, ils ont eu un rapport sexuel, puis ensuite il est parti car elle allait préparer le déjeuner. Et lors de cet interrogatoire, il a dit aussi une phrase qui a plutôt surpris les enquêteurs. There's a deadline for that, so we were. There's a deadline For pregnancy, there's a deadline. Qu'est-ce qu'il entend par date limite ? Il n'était pas encore un suspect à ce moment-là, mais la famille de Melissa, elle est certaine qu'il est le responsable de la mort de leur fille et de leur sœur. Par la suite, 2 autopsies ont été pratiquées. Ces autopsies nous permettent de savoir comment est morte exactement Melissa. Est-ce le monoxyde de carbone de l'incendie qui l'a tuée ou toute autre chose ? Et lors des autopsies, ils ont également recueilli des preuves ADN, ils ont fait des prélèvements et ils ont tout envoyé à des laboratoires pour analyse. Est-ce que l'ADN de Matthew Plott va être retrouvé ? Avant de vous parler des résultats des analyses ADN qui vont prendre un peu de temps à arriver, on va parler d'abord des résultats des autopsies qui ont eux montré qu'elle avait des niveaux normaux de monoxyde de carbone dans le sang. Elle n'avait aussi aucune trace de suie dans son organisme, dans ses poumons, ce qui veut dire qu'elle est morte avant l'incendie. Melissa a aussi des traces de strangulation. Elle a des hémorragies autour de son cou, des hémorragies que l'on appelle pétéchiales. Des hémorragies pétéchiales, ce sont la rupture de vaisseaux sanguins. Et ça, c'est la preuve qu'elle a été étranglée et très fortement. C'est la pression de l'étranglement. Melissa avait aussi des ecchymoses sur tout son corps, elle avait des écorchures sur le visage et sur le cuir chevelu, ainsi que des ecchymoses sur ses jambes et ses cuisses. Elle avait des blessures sur le front, la tête, la tempe, qui montrent qu'elle a reçu de multiples coups à la tête. Melissa a donc été violemment frappée, agressée avant sa mort, et certains de ces coups montrent aussi qu'elle a tenté de se défendre. D'après les analyses, elle a tenté de se battre pour sa vie et pour celle de son garçon pendant 4 à 6 minutes pendant qu'elle se faisait étrangler. Maintenant, suite à ces résultats, il ne fait plus aucun doute que Melissa a bel et bien été tuée et que l'incendie a été provoqué, déclenché pour camoufler son meurtre. C'est là que les enquêteurs décident de se concentrer davantage sur Matthew Plott. Ils récupèrent alors ses relevés téléphoniques et ils découvrent qu'il jonglait entre plusieurs femmes. Il parlait à plusieurs femmes, donc soit il parlait, soit il flirtait, ou il pouvait aussi peut-être avoir des relations sexuelles avec elles. Il contacte ensuite Amazon, car en fait dans la cuisine de Melissa se trouvait un Echo Dot. C'est une enceinte connectée, c'est le même principe qu'Alexa. Et donc ils ont récupéré cette enceinte, ils l'ont transmise à Amazon et ils espéraient alors que cet appareil ait enregistré potentiellement des conversations. Ils ont ensuite contacté le chef des pompiers où travaille Matthew, qui s'appelle Rob Schultz, et ils lui ont annoncé que l'un de ces pompiers faisait l'objet d'une enquête pour meurtre, un meurtre survenu à environ 120 km de là, car entre le lieu de travail de Matthew et la maison du père de Melissa, il y a 120 km, à peu près 2 heures de route. Pour Rob Schultz, ça paraît au premier abord complètement insensé. C'est là qu'il a eu l'idée de vérifier si le jour du drame, le 25 novembre 2020, Matthew travaillait ou non. S'il travaillait, eh bien, ça permet tout simplement de faire lever tout soupçon. Sauf que ce jour-là, Matthew n'est pas venu au travail car il s'était déclaré malade. Et à la suite de cette découverte, le chef Rob Schultz a placé Matthew en congé administratif payé et il l'a ensuite appelé. When I called Matt in to tell him, I just said, I'm being told that you're under investigation for a murder of your estranged girlfriend and the baby that you're a father of. Didn't feel that it was something that he wanted to talk about, and he felt it was a personal matter and didn't want to disclose it.
Matthew Plott a ensuite été interrogé une nouvelle fois. L'interrogatoire a duré 7 heures et pas une seule fois au cours de l'interrogatoire, il a dit qu'il faisait erreur, qu'il se trompait de personne. Il était juste là, sans émotion, et il ne voulait pas parler. Il s'est assis, il a écouté, il n'a pas dit grand-chose et il ne s'est jamais énervé suite aux accusations des enquêteurs à son encontre. Puis à un moment de l'interrogatoire, une phrase tilte aux oreilles des enquêteurs. C'est celle-ci. Did you intend to kill her? Je n'avais aucune intention de blesser Melissa. Est-ce que ça signifie qu'il s'en est pris à Melissa, qu'il l'a blessée mais sans l'intention de le faire? Est-il venu chez elle pour la tuer ou bien est-il venu pour lui parler, puis une chose s'est produite et ça a dégénéré? En tout cas, malgré cette phrase étrange, ce n'est pas suffisant pour les enquêteurs pour l'arrêter, ce n'est pas un aveu. Ils ont décidé alors de poser un dispositif d'écoute au chef des pompiers Rob Schultz. Peut-être Matthew allait un peu plus se confier à son chef. J'ai un petit doute là-dessus vu la dernière conversation téléphonique entre eux où il est resté muet. Mais bon, essayons. Alors le 9 septembre 2021, Rob Schultz appelle Matthew Plott et lui demande de venir lui parler, discuter à la caserne, ce qu'il accepte. Il est arrivé plus tard dans la journée, la caserne des pompiers était complètement vide, mais les enquêteurs, eux, se cachaient non loin à l'extérieur et ils écoutaient la conversation. I'm trying to find answers and I'm trying to help you. Help me walk through. I mean, what happened? La conversation a duré près de 2 heures, mais malheureusement, elle n'a rien donné, car à nouveau, Matthew ne s'exprime que très peu. À ce stade de l'enquête, ça devient un peu exaspérant pour les enquêteurs ainsi que pour la famille. Aucun interrogatoire ne donne quoi que ce soit, ils ne parlent pas, il n'y a pas d'aveu, ça n'avance pas. Revenons maintenant à l'enceinte connectée. Ils ont eu un retour d'Amazon, mais malheureusement, ça n'a rien donné non plus. On entend quelques voix, mais rien d'utile, car ce ne sont même pas les enregistrements du jour des meurtres. Ce qui a débloqué l'affaire, c'est l'arrivée des résultats d'épreuves ADN retrouvées sur le corps de Melissa. C'est eux qui ont parlé. D'après les résultats, l'ADN de Matthew Plott a été retrouvé sous les ongles de Melissa. Et son sperme a également été retrouvé, c'est-à-dire qu'ils ont bien eu une relation sexuelle. C'est donc le 9 mars 2022, 1 an et demi après la mort de Melissa Lemish, Matthew Plott a été arrêté pour plusieurs accusations, pour meurtre, pour homicide intentionnel d'un enfant à naître, pour incendie criminel, violence conjugale et dissimulation d'un homicide. Le procès a eu lieu en mars 2024. Du côté de l'accusation, Matthew a tué Melissa et leur enfant parce qu'il ne voulait pas être père et il en a gardé le secret, il en a parlé à personne car il gardait l'espoir que l'enfant ne naisse pas. Et aussi, il ne voulait pas non plus que cette naissance change son mode de vie car il jonglait entre plusieurs femmes. Il ne voulait pas que le fait de devenir père interfère avec sa vie. Du côté de la défense, ils ont appuyé sur la carrière de pompier de Matthew. Ils ont souligné qu'il était un homme qui sauvait des vies et non qui en prenait. Ils ont aussi dit qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ait fait du mal à Melissa et qu'il est allé la voir ce jour-là juste pour lui parler. Et que même s'il ne souhaitait pas de l'enfant, il était tout de même responsable car il voulait soutenir financièrement Melissa. Le jour du drame, il lui avait justement proposé de l'argent pour les besoins du bébé. Et pour la défense, il s'agit bien d'un incendie accidentel. L'incendie s'est déclenché alors qu'elle préparait le déjeuner. Mais l'enquêteur qui était présent sur les lieux, l'enquêteur spécialisé dans les incendies, a témoigné qu'il n'avait trouvé aucune preuve d'une défaillance électrique ou tout autre problème qui aurait pu déclencher l'incendie. L'accusation a aussi fait appel au médecin légiste qui a pratiqué l'une des autopsies, Dr Amanda Humans. There was no soot in her airways, and her measure of carbon monoxide in the blood was within normal limits. So she was deceased prior to the fire.
le médecin légiste a aussi fait part que le corps de Melissa portait des traces de lutte violente et qu'elle portait aussi des traces d'hémorragie autour de son cou. This is the most petechial hemorrhages I've ever seen in a strangulation case. La défense, elle, a fait appel à un ancien pompier à la retraite, un homme qui n'était pas présent sur les lieux et qui n'a vu le drame qu'à travers les photos et le rapport d'enquête. Selon lui, les preuves recueillies ne prouvent pas que l'incendie ait été intentionnellement déclenché. Lui, il aurait qualifié ça d'incendie indéterminé. L'un des témoins les plus importants à témoigner, c'est la sœur de Melissa, Cassie Ball, car c'est elle qui place Matthew sur les lieux du drame le jour du drame. Elle a raconté qu'elle a parlé au téléphone à sa sœur ce jour-là et qu'elles ont été interrompues par l'arrivée de Matthew Plott. What was the last thing your sister said to you during that phone call? Sorry. She said she'd make the conversation quick and she'd call me right back. Did Melissa call you back? No. Les jurés ont aussi visionné et entendu les interrogatoires de Matthew. Ces interrogatoires montrent déjà qu'il avoue de lui-même être allé chez Melissa le jour du drame. Ça montre également que pas une seule fois il a nié avoir tué Melissa et son enfant. What is chilling is the fact that he never denied murdering Melissa, and he never denied killing her baby boy. Not one time. It's chilling from a personal perspective, but that's also excellent evidence that the defendant couldn't bring himself to lie about that fact. Ils ont aussi entendu la fameuse phrase de Matthew Plott sur la date limite à propos de la naissance de son fils. He said, "There's a deadline to these kinds of things." That was his deadline to murder Melissa. If you think about it logically, Thursday is Thanksgiving and Friday is her due date, his deadline. The only time to do this was Wednesday. So he took off work and completed his goal. Le procès a duré une semaine. Matthew Plott n'a pas témoigné et après 2 heures de délibération, il a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. La détermination de sa peine a été rendue 3 mois plus tard, le 27 juin 2024. Ce jour-là, la famille et les amis de Melissa ont fait des déclarations, ainsi que Matthew. Enfin, il a fait une brève déclaration. Say anything other than I share the pain and sadness of the loss of Melissa. Matthew Plott a été condamné à la prison à vie. Il a fait appel de sa condamnation. Voilà pour cette triste affaire. Matthew a tout fait pour cacher qu'il était le père de cet enfant. Il a gardé le silence avec tout le monde et il espérait jusqu'à la fin que cet enfant ne naisse pas. La question maintenant, c'est est-ce qu'il est allé là-bas en sachant qu'il allait la tuer ou est-il allé pour lui parler et il s'est produit quelque chose qui a fait que ça a dégénéré car visiblement ils ont parlé et ils ont eu une relation sexuelle. Matthew pouvait tout à fait partir et ne pas s'impliquer dans la vie de cet enfant. Melissa n'a jamais parlé d'argent, n'a jamais rien demandé, elle n'a demandé aucun soutien de sa part. Mais pour Matthew, c'était bien plus que ça. Car même s'il partait, l'enfant, lui, serait tout de même là. Et il ne voulait absolument pas que quiconque sache qu'il allait être père. Il ne voulait pas avoir cette étiquette. Comme ça, il peut continuer à mener sa vie. Il les a donc tués et il a déclenché un incendie pour camoufler les meurtres. La famille de Melissa a entrepris plusieurs actions pour honorer sa mémoire et celle de Barrett. Ils ont notamment apporté des jouets à un refuge local pour sans-abri. Ils ont aussi fait un don au refuge où Melissa a adopté son chat. Et ils ont également parrainé un arbre dans un arboretum local que Melissa adorait. Donc voilà pour cette affaire. Il s'agit d'un meurtre cruel, tuer sa copine ainsi que son propre enfant qui allait arriver à terme. Quelle horreur! Je parle de copine, mais je ne sais pas s'il la considérait vraiment comme telle en réalité, ou si c'était juste pour avoir des relations sexuelles avec elle.
En tout cas, je pense fort à Melissa, à Barrett, ainsi qu'à leurs proches. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.